Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-du-6 Alger Champ 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte. Et vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Alger 3. Reda Menassial derrière son fidèle micro pour vous servir, accompagné comme toujours de l'inénarrable Lamine B derrière la vitre. Pendant très longtemps, lorsque quelqu'un traversait une crise personnelle, professionnelle ou familiale, il se tournait vers ses proches, des amis de confiance, un imam ou même un psychologue. Aujourd'hui, une nouvelle figure s'est imposée dans notre paysage quotidien, celle du coach. Coach de vie, coach professionnel, coach en leadership, coach sportif, coach en développement personnel. Les appellations se multiplient et les promesses aussi. Changer de carrière à 40 ans, retrouver confiance en soi après un échec, mieux gérer son stress, perdre du poids, développer son leadership, améliorer sa prise de parole en public, lancer son entreprise ou simplement reprendre sa vie en main à chaque difficulté semble désormais correspondre une méthode, un accompagnement, un programme ou une formation. Ce phénomène est loin d'être marginal. Selon une étude de l'International Coaching Federation, la principale organisation mondiale du secteur, le nombre de coachs professionnels dans le monde a progressé de 54% entre 2019 et 2022, dépassant les 100 000 praticiens. Dans le même temps, le chiffre d'affaires mondial du coaching a franchi les 4,5 milliards de dollars, preuve d'un marché en pleine expansion. L'Algérie n'échappe pas à cette tendance. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos promettant réussite, épanouissement et transformation personnelle. Les séminaires se multiplient, les formations certifiantes aussi. Dans les entreprises, les notions de leadership, d'intelligence émotionnelle ou de soft skills sont devenues des mots-clés incontournables. Chez les particuliers, l'idée de travailler sur soi n'a jamais été aussi populaire. Mais derrière cet engouement se cache une autre réalité un peu plus préoccupante. Car si le coaching attire de plus en plus de professionnels sérieux, il attire également son lot d'opportunistes dans un secteur où les frontières sont parfois floues entre conseils, accompagnement, formation, psychologie et thérapie. Il suffit souvent de quelques jours de formation et d'une page Facebook bien construite pour s'autoproclamer expert ou pire, expert, comme dirait notre ami Ahmed Bimoun, chasseur de faux CV devant l'éternel. Le problème est que certaines pratiques touchent à des sujets sensibles, la santé mentale, les traumatismes, les addictions ou les difficultés relationnelles. Or, contrairement à des professions réglementées comme la médecine ou la psychologie, de nombreuses activités liées au coaching ou à l'hypnothérapie restent peu encadrées dans de nombreux pays. Plusieurs organisations professionnelles internationales alertent régulièrement sur la nécessité de distinguer les coachs formés et certifiés des praticiens sans qualification réelle. Dès lors, une question s'impose. Comment protéger les personnes vulnérables sans freiner une activité qui répond à une demande réelle de la société? Faut-il créer un cadre réglementaire spécifique, un registre national des praticiens, un organisme professionnel chargé de délivrer des agréments, des labels de qualité permettant d'identifier les formations sérieuses et les compétences réellement vérifiées? En d'autres termes, comment faire la différence entre celui qui accompagne efficacement un individu dans son développement et celui qui vend simplement du rêve, du jargon et des promesses impossibles à tenir? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui, sans langue de bois, à nos invités, à commencer par vous, Sonia Boudjelal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Radio Alger 3. Vous êtes la fondatrice de Reformer Studio Algérie. Absolument. À côté de vous, Madame Feriel Alouesh. Bonjour. Vous êtes consultante, formatrice spécialiste en management de la qualité. Vous allez nous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Tout à fait. Madame Amira Lamrousse, quant à vous, vous êtes senior pharma manager, coach en leadership et transformation. Bonjour. Marhaba bik, madame. Et enfin, et non des moindres, vous le connaissez, c'est notre chroniqueur Selim Beja, qui a ses heures perdues et aussi enseignant, formateur et fondateur donc de Beja Consulting. Bonjour. Alors, Selim, est-ce que c'est une question qui te travaille? En fait, Anna, j'ai constaté que je faisais des formations présentielles avant le Covid. Oui. Avant le Covid, mais depuis le Covid... C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, effectivement. Voilà. Donc, soit grâce, soit... en ce qui me concerne, grâce au Covid, il y a un engouement pour les formations. Surtout les formations en ligne. Maintenant, je constate qu'il y a plus d'engouement pour les formations en ligne parce que les apprenants... Oui.
Généralement, c'est soit des étudiants, soit c'est des salariés, et leur temps ne leur permet pas De concilier les deux, peut-être. exactement, de concilier les formations et travail. Donc, ils préfèrent, il y a réellement un engouement par rapport aux formations en ligne, par rapport aux soft skills, ce qui est nouveau. Hein. Donc, un diplôme universitaire ne suffit pas pour le monde du travail. Donc, en parallèle, il y a les soft skills. Donc, en ce qui me concerne, j'accompagne les jeunes étudiants, les salariés à soit réorienter leur carrière professionnelle, soit apprendre les soft skills pour mieux affronter le monde du travail. La question que je suis obligé de te poser, c'est que ta fonction d'enseignant, de coach actuelle, elle est légitime. C'est-à-dire que c'est le fruit d'une longue expérience En qui est marketing. avérée, qui est reconnue par tes pairs, etc. Comment est-ce qu'on décide un matin de se dire, tout ce bagage, j'aimerais bien quand même en faire profiter les autres? À quel moment on acquiert cette assurance? En fait, c'était un concours de circonstances. C'était un ami à moi qui a publié sur Facebook, tiens, je cherche un coach en... Je dis, pourquoi pas? Je tente ma chance. Après, j'ai découvert vraiment, j'ai découvert, comment dirais-je, pas un engouement, mais plutôt un plaisir à enseigner, à transmettre. Un plaisir. Justement, on va revenir justement. sur cette notion. Ouais. Exactement. Donc, le fait de transmettre des informations, de regarder l'apprenant qui, tout sourire, il s'est dit que, tiens, j'ai pas perdu mon argent. Vraiment, j'ai trouvé, comment dire, je perds mes mots. Il te faut un coach aussi en communication. Mais peut-être, public speaking, mais j'ai trouvé une vocation, voilà, cherchez le mot. J'ai trouvé une vocation. Là, je sens qu'il y a un impact sociétal. Je suis en train de se transmettre, je suis en train de former une génération. Tu as l'impression d'être utile. Exactement. Contrairement à un business classique, commercial, où on a sans contrepartie, là, j'ai vraiment un impact sociétal. J'apprends aux gens à mieux marketer leurs produits et services. Je suis épanoui. Depuis 6 ans, 7 ans, vraiment, je suis épanoui. Ça se voit, Rabbi Daouda. Alhamdoulilah. Mais le contact humain, j'adore. J'ai beaucoup aimé le contact humain, les questions, les réponses, les liens qu'on lit. C'est-à-dire qu'avant, c'était le lien prof, apprenant. Après, ça devient des amitiés. Donc, justement, voilà. donc, je vais poser la question à tous nos intervenants. C'est quoi ta définition donc du coach? Comment tu expliquerais cette activité? Ou bien, la définition, tu as l'expert. C'est quoi un expert? En fait, la définition d'un expert, c'est une personne qui a exercé la même fonction pendant, je crois, 10 000 heures. 10 000 heures. 10 000 heures, si on Alors, qui a décidé que c'était 10 000 heures? C'est un consensus de la C'est un C'est un corporation? consensus, c'est un D'accord. consensus. Donc 10 000 heures, j'ai fait mes calculs, 10 000 heures. Si on Ça va, travaille j'ai 8 17 heures, ans de radio, je pense que je suis ça. voilà. Si on fait 8 heures par jour, c'est l'équivalent de SBSNM. C'est ça. 7 ans. Ouais. Donc c'est à partir de 7 ans qu'on peut prétendre être expert. D'accord. Voilà. Moins que ça, on n'est pas des experts, on est des connaisseurs. Donc moi, alhamdoulilah, j'ai cette légitimité. Donc j'ai travaillé dans le marketing digital, notamment chez 2 grandes sociétés. J'ai cette légitimité, et justement, mes apprenants, quand ils sont en phase de prospection, quand je leur envoie mon CV, ça les rassure. Ça aussi, les on va y rassure. revenir. Voilà. D'accord. La légitimité Voilà. du professeur. J'estime qu'au bout de 15 ans d'expérience, j'ai une certaine légitimité à transmettre l'information. Et j'ai découvert que j'ai une pédagogie. Voilà. Là, donc, Et la modestie qui va avec. de temps en temps. Fariel, même question. Comment est-ce que vous définiriez votre métier actuel, celui de coach? En fait, c'est vraiment avoir une vue extérieure de la personne, de ce qu'elle fait. Maintenant, tout dépend dans quel domaine en coach. Moi, par exemple, j'ai commencé dans l'accompagnement des entreprises, en management qualité. Et quand on accompagne une entreprise, ça veut dire accompagner des personnes. Les personnes qui travaillent dans cette entreprise. Et avec le temps, on se retrouve à les coacher dans différents domaines, notamment dans les soft skills. Principalement, je travaille avec les responsables management qualité qui doivent avoir vraiment ces soft skills de leadership, de public speaking, de communication avec leurs collaborateurs pour vraiment gérer ce système de management. Et c'est là où on se retrouve avec une vue d'ensemble en tant que coach. On arrive un petit peu à dire regarde ça. On lui donne une image de son activité ou de sa personnalité extérieure et on l'aide un petit peu à décortiquer cette image et à trouver les outils qui vont l'aider à l'améliorer. Alors pour quelqu'un qui n'a aucune notion justement de ce que vous venez de nous décrire, c'est quoi des soft skills? Pourquoi c'est important et pourquoi on n'en a jamais eu besoin les décennies précédentes jusqu'à maintenant?
En fait, on a toujours eu besoin des soft skills. Mais sans les catégoriser, voilà, sans les nommer. Sans les nommer, sans les mettre dans un cadre, en Exactement. fait. Parce que dans notre vie, dès qu'on commence à parler ou à marcher en tant que bébé, on commence à développer ces soft skills. Et ces soft skills, en fait, pourquoi on n'en parlait pas souvent avant? Parce que dans la compréhension, un soft skills, c'est quelque chose qui est déjà acquis et dans l'éducation et qui est inné. Un petit peu. Mais là, on a donné des preuves, il y a eu des études, il y a eu avec le développement. Donc, les soft skills peuvent être développés et on peut se former à ces soft skills-là. On peut avoir des exemples? Comme par exemple l'empathie. Par exemple, on va parler de tout ce qui est la communication, prise de parole en public, gérer son stress. Leadership. Déjà, le leadership, quand on prend le leadership, on a différents aspects. L'intelligence émotionnelle. Donc, tout ça, c'est des compétences comportementales. C'est l'humain, comment il va se comporter au milieu de ses pairs. Et ça, c'est quelque chose où on n'a pas un module sur ça durant notre cursus universitaire qui va nous dire, faut que tu te comportes de cette manière, de cette manière. Si je peux rebondir, on nous a jamais appris à devenir manager. Exactement. On nous jette dans le bain, il y a des conflits personnels, on ne sait pas comment gérer l'équipe, qu'un tassalot. Le fouet, c'est le... C'est la carotte et le bâton. Exactement. Oui. En fait, quelque part, on l'a appris dans nos travaux pratiques en groupe. C'est Chef de là, classe. exactement, dans les chefs de classe. Mais on n'a jamais mis un nom sur ça. On nous a jamais dit, voilà, tu fais ça parce que si tu arrives à faire ça et ça, parce que tu as cette compétence. Kikoun Nasra, c'était le leader qui choisissait l'équipe de Al-Foot Fil-Houma. Exactement. Mais Archilab se retrouve goal. Exactement. Oui, mais ça c'est inné. C'est-à-dire l'éducation de la personne lui a donné cette capacité. Mais maintenant, on peut l'apprendre. On peut apprendre à développer ça. Même question, Amira. Comment est-ce que vous définiriez cette notion à la fois précise et très vague de coach? Alors, pour moi, un coach, c'est d'abord un accompagnateur. Je dis d'ailleurs à mes coachés, imaginez, moi j'aime bien donner cette métaphore, moi je suis une torche, je vais t'allumer la torche, je te mets de la lumière, mais c'est à toi de choisir la direction. Très bien. Donc ça veut dire que le coach, il est là uniquement pour accompagner son coaché, en se disant que de toute façon, les ressources sont chez lui et non pas chez nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas des facilitateurs, on ne va pas donner la solution, on ne va pas donner la façon de faire. On est là pour accompagner et mettre en lumière la personne et surtout lui faire révéler son plein potentiel. Et là où je vais rejoindre Friel, effectivement, que ce soit dans l'enfance ou dans le milieu personnel ou professionnel, on ne nous a pas appris à communiquer, on ne nous a pas appris à gérer nos émotions, à d'abord les accueillir pour pouvoir les gérer, etc. Donc le coach, il est là à poser des mots, à éclairer, allumer vraiment des lumières là où il faut, au bon moment et au bon contexte. Et pour moi, le coach, effectivement, tout à l'heure, Reda, tu as parlé de plusieurs types de coaching. Il y a le coach de vie, le coach de sport. C'est ça qu'on a essayé de diversifier pour cette émission, justement. Donc aujourd'hui, il est clair que le coach, il est là, il s'adapte à son coaché, suivant sa problématique, suivant son contexte. Et moi, je dirais que le coaching aujourd'hui doit vraiment évoluer dans le sens où un être humain, on a en face de nous un être humain avec toute sa complexité. Alors moi, je suis praticienne en PNL, programmation neurolinguistique. Voilà, vous allez nous expliquer ce que c'est. Et l'un des présupposés, justement, qui dit, eh bien, l'être humain est plus complexe que les théories qui le décrivent. Ça veut dire que je ne peux pas dire que, tiens, j'ai du mal à communiquer et je vais m'arrêter uniquement sur ce soft skills, la communication. Derrière, il doit y avoir d'autres facteurs ou cofacteurs à prendre en considération. Donc vraiment, un coaching, c'est le prendre sur une vision 360. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est ma vision. Très bien. On termine justement le 360 avec Madame Sonia, qui, elle, est professeure de Pilates. Exactement. Voilà. Alors, même question, c'est quoi votre définition personnelle du coaching ? Alors justement, en ce qui me concerne, dans mon travail, il va se situer un peu sur 2 dimensions. Parce que je suis professeur de Pilates, je transmets une méthode. Le Pilates, c'est une méthode de renforcement musculaire. Je transmets une méthode, j'apprends à mes élèves comment bouger, à mieux bouger, à se renforcer. Et puis là, il y a l'aspect coaching. Là, le coaching, ça va plus être, comme vous disiez, un accompagnement, exactement. On définit ensemble des objectifs avec mes élèves ou mes clientes. Et puis c'est-à-dire des objectifs,
perte de poids Alors, souvent les personnes viennent me voir pour ça, D'accord. pour des pertes de poids. Mais au fur et à mesure des séances, on se rend compte qu'il y a d'autres problématiques qui sont en jeu. Il y a une remise en forme globale, une envie de reprendre confiance en soi aussi, c'est assez important. Et donc c'est on le passe corps et souvent- l'esprit. D'accord. Exactement. Les deux sont indissociables finalement dans notre pratique. Et donc moi, je les accompagne à atteindre ces objectifs, à apprendre à travailler en conscience, donc prendre conscience de son corps, la façon de bouger, et puis à se mettre un petit peu sur un chemin de bien-être et de santé aussi, parce que in fine, c'est un peu l'objectif de beaucoup d'entre nous, je pense. Très bien. Qui fait appel en général à vos services? Je vais poser aussi la question aux autres participants. Est-ce que c'est des personnes qui ont tenté le changement seules et qui n'y sont pas arrivées? Est-ce que c'est des personnes qui, je vais être un peu cru, mais qui n'ont pas un entourage solide, susceptible de remplir un peu vos fonctions au quotidien? À quel moment on décide de passer le pas de votre cabinet? Je pense, voilà, effectivement, ça va souvent être des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, donc qui n'arrivent pas forcément à avoir une pratique sportive seule, et qui donc recherchent déjà un effet de groupe, parce que souvent ça peut créer une émulation. Ah, il y a de l'émulation, d'accord. Voilà, exactement. Et puis l'accompagnement d'un professionnel, bien sûr. Et c'est souvent conçu comme une reprise en main, après avoir constaté le besoin de l'aide. Elles ont pris conscience, souvent c'est des femmes qui viennent me voir, elles ont pris conscience qu'elles avaient besoin d'aide pour avancer. Donc c'est souvent ce cas-là. Très bien. Dans votre domaine d'activité très précis, je constate, à titre personnel et en tant que journaliste, la prolifération de coachs sportifs sur TikTok, sur Instagram. Et là, on entend tout et son contraire, c'est-à-dire des régimes parfois hyper agressifs, des espèces de compléments alimentaires sortis d'un obscur laboratoire luxembourgeois, etc. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que c'est la corporation de coaching où il y a le plus de, on va dire, d'imposteurs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour réglementer tout ça et pour trier le bon grain de livret? Alors ça, c'est une vaste question. Forcément, bien sûr, créer un cadre peut-être. Bon, après, le domaine du coaching, comme vous le disiez, c'est assez vaste. Il y a différents domaines. Il y a le domaine sportif, il y a le domaine des soft skills. Donc c'est un petit peu compliqué peut-être d'envisager la chose dans sa globalité. Surtout que ça s'adresse, pardonnez-moi, à des personnes vulnérables en général. Voilà, influençables. Oui, bon, effectivement, souvent c'est le cas. Après, peut-être, il y a une démarche un petit peu d'essayer de responsabiliser le consommateur. Il y a peut-être ça, transmettre l'information et que donc... Alors, vérifiez aussi le CV de vos coachs. Là, c'est ce que j'allais dire, Voilà. exactement. Donc, le consommateur, en prenant en main sa santé, ou qu'elle soit mentale ou physique, qui prenne cette responsabilité de vérifier le parcours, les compétences et peut-être les diplômes des personnes qu'il choisit. Salut. Bon, concernant le point de la réglementation, je dirais que maintenant c'est très Alors, difficile. pardon, il y a eu une tentative en Algérie via une association de réglementer tout ça. Mais voilà, ça a fait un peu pchit. En fait, c'est pas possible de réglementer pour la simple raison que maintenant, les formations, ça peut être en ligne, 100% en ligne. Et là, le marché, il est international. Non, mais on peut penser à une espèce de seal of quality, c'est-à-dire à une certification. C'est-à-dire que si tu as cette certification, c'est que tu es apte et que tu as passé tous les process de vérification, etc. Donc, tu vas réglementer les Algériens. Pourquoi? Et le Tunisien, et le Français, et le Canadien qui est en train de sponsoriser le public algérien. Pourquoi il n'est pas réglementé? Donc, on ne peut pas vraiment réglementer parce qu'on est Je vois pas ce qui te gêne dans cette démarche. Je suis journaliste, j'ai une carte de presse. Je suis identifié en tant que journaliste réglementé au ministère de la Communication. Il y a un dossier quelque part, etc., etc. Donc, je suis apte à exercer cette profession avec ses impératifs, avec ses besoins, avec sa déontologie, etc. Donc, pourquoi m'imposer, moi, une réglementation, tandis que le Tunisien ou bien le Québécois ou bien l'Américain qui est en train de sponsoriser ses publications à l'intention du public algérien n'est pas réglementé. Donc, je laisse la porte ouverte aux extra-algériens et je réglemente et je verrouille aux Algériens. Non, ça ne veut pas dire verrouiller. Il ne faut pas le voir sous le cadre répressif non plus. Ça veut Non, dire que c'est pas Salim agressif. Béja est identifié, on te connaît, tu as le tampon du ministère de l'Information, le ministère de que sais-je, et c'est réglé. Après, c'est évidemment au consommateur de faire son choix. En fait, pour moi, c'est le Élu produit de l'année, Salim Béja, voilà. Il est produit de l'année, j'ai quelques réserves. Hein. Je connais comment ça marche, j'ai quelques réserves. Hein. C'est Pour que vraiment tu comprennes ma pensée. Ouais. Voilà, c'est vraiment un petit club fermé. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je dirais que
on doit d'abord sensibiliser l'apprenant afin qu'il puisse choisir le bon formateur de son propre besoin. Des fois, l'apprenant ne sait pas c'est quoi réellement son besoin. Il ne fait pas la différence entre telle formation et telle formation. Il a besoin de coaching ou d'un accompagnement. Voilà. Est-ce que du one-to-one ou la formation de groupe? Donc, raison de plus pour un profane, tu pénètres dans un territoire inconnu avec une offre pléthorique, tu ne sais pas à qui t'adresser et fatalement tu vas t'adresser à celui qui a la page Facebook la mieux construite, celui qui a mis le plus dans sa viralité de story, etc., etc. Je te raconte une anecdote et je cède la parole. On a le temps, tranquille. J'étais victime de moi-même. En fait, un apprenant m'a volé mon programme. D'accord. Il a créé une page, c'est ma Dr Bedja Salim. Tiens. Ben. Il a commencé à sponsoriser. Et voilà. Ben c'est génial. On est docteur. Ça te ramène des clients, mais c'est formidable. Non, ça ramène des clients lui-même parce que quand il khalsou. Et puis les gens qui débarquent chez lui, ils Ils te voient pas derrière. Non, ils khalsou. D'accord. Ils khalsou, ils vendaient un vrai programme. Parce que c'était un apprenant à moi. Donc, il a téléchargé les cours, qu'il a une page avec photo de profil TAL, où je continue dire qu'elle est dupliquée. Et voilà, et sponsorisé. C'est spécial. Après en ligne. Fariel, vous voulez réagir? C'est la problématique du en ligne, au fait. Dans le présentiel, on arrive à distinguer, on arrive à faire la différence. Mais c'est vrai qu'en ligne, on retrouve tout et n'importe quoi, si j'ose dire. Tout et n'importe qui. Enfin, tout le monde et n'importe qui. Et dans la démarche que tu proposes, Leda, c'est vrai que... Je promets rien, moi je ne fais que poser des questions. Voilà. En fait, c'est vrai que maintenant, légitimer ces coachs-là avec je dirais pas une certification, parce qu'il y a des organismes internationaux de certification de coaching qui font bien leur travail, mais qui sont pas très accessibles à tout le monde, en fait. Surtout pour un Algérien, en termes de prix, en termes c'est vraiment exorbitant. Mais peut-être avoir une reconnaissance de ces coachs qui aident un petit peu le consommateur à être assez à l'aise et confiant dans sa démarche de choisir un coach. Tu as fait partie de l'équipe de l'émission, tu en fais toujours partie, même si tu es moins disponible pendant 5 ans. Et il nous est arrivé, sans citer personne, de recevoir des experts autoproclamés qu'on débunkait au bout de 5 minutes. La forfaiture apparaissait au grand jour au bout de 5 minutes d'interview. Et pourtant, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui ont pignon sur rue. Qui ont un CV. Voilà. Après moi... C'était le sens de ma question. Après un aya, comme on se pose la question, j'ai l'embarras du choix, pourquoi vous choisir? Voici mon CV et voici les avis de ceux qui ont appris. À vous de choisir. Ah, tu penses que ce serait une solution? Mettre en avant, en fait, le feedback des... c'est très important, les avis. Parce que là, le business, il y a 2 types d'achats. Il y a un achat coup de cœur et un achat réfléchi. Une formation, c'est un achat réfléchi. Donc, le gars, il fait la différence. Surtout l'être dans le domaine, on fait de la publicité sur les réseaux sociaux. L'algorithme, dès qu'on s'intéresse à un produit, un service, il déclenche les concurrents. Là, on a vraiment l'embarras du choix, qualité, prix et tout. Donc, ce que je mets en avant toujours, c'est les avis. Alors, ça me permet de me différencier par rapport à mes concurrents. Parce que les certifications, je peux en avoir des tas de certifications. Pour $100, pour $10, pour $50, tu peux avoir un certificat. Mais national, ça n'existe pas encore. Peut-être que ce serait une piste de réflexion aussi. Amira, où est-ce que vous vous situez justement dans ce débat? Alors, donc par rapport à tout ça, tout ce qui a été dit, tu as cité tout à l'heure ICF. Donc, il y a un organisme qui est là pour justement vraiment faire de ce métier un métier en part entière. Exactement. Parce que là, finalement, on va ouvrir une fenêtre à tout venant. Il y a beaucoup de charlatans, exactement. Voilà. Et d'ailleurs, tu l'as vécu toi-même, Salim, tu as été en plus par ton propre apprenant. Donc, pour ma part, moi, je suis totalement d'accord de verrouiller un petit peu ce métier parce que effectivement, du jour au lendemain, après quelques heures de formation en ligne, je vais me proclamer en tant que coach. Et le métier de coaching, du moins, c'est un métier qui est totalement différent du psychologue, du thérapeute, du facilitateur, du mentor. Donc, c'est vraiment à des degrés bien précis. Le métier de coach, il faut d'abord aussi créer un lien avec le coaché, et tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ce lien de confiance aussi qui s'établit. Donc, aujourd'hui, on doit quand même faire face à un savoir-faire et un savoir-être. Ce n'est pas n'importe qui va pouvoir prendre en charge de manière, entre guillemets, holistique une personne, de manière globale,
intégrative et dire j'ai fait quelques heures de formation et je me proclame coach. Donc pour moi, il est important qu'on instaure en Algérie une réglementation pour verrouiller un petit peu ce tout venant et en faire réellement un métier et même sans verrouiller pour identifier peut-être. Voilà, ce serait plus simple. Référencer en tout cas. Référencer, ce serait bien. Voilà. Pour ma part, c'est comme ça que je vois la chose. D'autant que le coach, après, peu importe aussi, enfin, tout dépend de la spécialisation du coach, mais du moins, quand un coach prend en charge un être humain, on a tendance à devoir s'auto-former continuellement. Parce que une personne, ce n'est pas une problématique, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est multifactoriel. Donc, je dois apprendre à le prendre en charge d'un point de vue neuro-émotionnel, d'un point de vue neuro-existentiel, d'un point de vue, tout à l'heure, tu as parlé de la personne qui veut perdre du poids, mais à côté, quelque part, le déclencheur, c'est un manque de confiance. Donc, on voit que aujourd'hui, c'est pas n'importe qui peut prendre en charge réellement. C'est une responsabilité. Donc, voilà, moi, ça me c'est une terrifierait, responsabilité. Donc, voilà. Franchement, c'est une responsabilité, et d'autant qu'aujourd'hui, on parle d'un être humain qu'on doit rendre autonome. C'est-à-dire qu'une personne qui vient pour perdre du poids, aujourd'hui, si elle a envie de se prendre en charge, qu'elle sache quel est le régime alimentaire, quelle est sa cadence, quel est son rythme. Elle a confiance, même si elle a du poids, eh bien, elle est sereine parce que elle est confiante. Pourquoi j'ai posé la question, voilà, Sonia, parce que de temps en temps, moi, je vois perte de 30 kilos en 15 jours. Voilà. Ah, il y a que le cancer qui peut réussir ça. Donc, voilà. Et encore. Et encore, voilà. Hey, ça c'est l'alchimie, Zao, Magic System, Alonso. Médiatique, votre passerelle vers le monde digital avec Algérie Télécom. La Banque nationale d'Algérie, BNA, une banque connectée au futur. BNA vous présente Médiatique. On va essayer de faire un tour de table pour comprendre comment vous travaillez en fait. Est-ce que vous faites un audit sur la personne? Est-ce qu'il y a des programmes internationaux que vous appliquez? On commence par toi, Selim. Comment est-ce que tu procèdes quand un apprenant fait appel à tes services? En fait, moi, c'est l'inverse. C'est moi qui fais de la publicité concernant mes formations. J'ai deux types de formations. C'est du e-commerce, du marketing digital. Alors, e-commerce, c'est ce qui t'a fait connaître. Hein. Tu as été l'autorité presque absolue. Pratiquement le premier. Petite flatterie. Pratiquement le premier. Pratiquement le premier. Comme je te verse pas de salaire pour être chroniqueur dans l'émission, je te paye en compliment. Et j'ai une légitimité. J'étais parmi les premiers e-commerce en Algérie. Absolument. On a commencé en Personne 2014. ne peut t'enlever ça. Voilà, on a commencé en 2014. Donc, j'ai une certaine légitimité pour enseigner. Donc, en plus de mon profil marketeur. Donc, moi, je propose deux formations e-commerce et marketing digital et je fais de la publicité. D'accord. Marketing digital. Par exemple, je viens te voir. Bonjour Salim Beja. J'ai beaucoup entendu parler de vous, notamment à la radio, dans l'excellente édition médiatique. J'aimerais me lancer sur les réseaux sociaux. Voilà ce que j'aimerais faire. Je vise tel objectif. Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Là, qu'est-ce que tu fais? J'ai tout un programme que j'ai déployé, je le mets à jour régulièrement. D'accord. Donc le marketing digital, il faut le mettre l'obsolescence est très rapide. Très rapide. Hein. Donc j'étale mon programme. Donc mon programme contient le social media qui est la partie la plus visible des réseaux sociaux. Donc un des 3 cours spéciales réseaux sociaux. On va avoir un petit aperçu pour les profanes qui nous écoutent. Ben oui. Donc par exemple, tout le monde, le social media c'est un métier, enfin le community manager. Celui qui gère les réseaux sociaux, c'est un métier très délicat. Pourquoi? Parce que l'Algérien, l'être humain, il a tendance à passer 3 heures par jour. On a tendance... 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Hein. Bon, c'est avec des micro-coupures. Tu as 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes. C'est quand même énorme. Hein. Exactement, c'est énorme. 3 heures par jour. Et après, on a tendance à dire que je connais Facebook, je connais Instagram, je connais TikTok. Or que c'est un métier. Vraiment, c'est un métier. Par exemple, quelle publication... Et pour quel objectif? Tout le monde publie. Il y a une différence entre présence digitale, tout le monde est présent, et stratégie digitale. Tout le monde est présent. Est-ce que tout le monde peut prétendre qu'il a une stratégie? C'est quoi une stratégie? Quel est l'objectif? Pourquoi j'ai publié? À quelle heure publier? L'heure de pic? Pour quel public? Quelle langue? Darja, français, anglais, arabia fosha? Je peux pas. Par exemple, si je vends une voiture de luxe, hein, par exemple, on va dire un véhicule à 3 milliards. Est-ce que je vais parler en Darja? Je vais un petit peu, rabaisser la voiture.
est-ce que je parle le Fosha? Est-ce que mon public il est plutôt français, anglophone? J'ai remarqué un truc. Donc, la tous formation, ces paramètres qu'il faut prendre en compte. par expérience, j'ai remarqué que l'Algérien, surtout la jeune génération, elle est plus anglophone que francophone. On a tendance, les habitants à Alger, ils commencent à parler, on est francophone. La jeune génération, les étudiants que l'on fait la fac, les lycéens et tout, ils sont plus anglophones. Voilà. Donc tu dois adapter. Il y a l'interface à la formation en français, tu l'adaptes en anglais. Parce qu'ils ne comprennent pas en français. On leur apprend à maîtriser la présence sur les réseaux sociaux et avoir une véritable stratégie. Et tu personnalises ça, évidemment, aux besoins de chaque apprenant. De toute façon, on a un accompagnement de 30 jours de la formation. Donc, ils posent autant de questions. Donc, j'ai étudié le marketing. Le marketing, c'est une notion généraliste. Hein. C'est pas marketing de luxe ou la marketing automobile. Après, chacun l'adapte à le cœur de métier terrain. Donc, là, on fait marketing digital. Après, tu l'adaptes article de sport, coach sportif, PNL, ainsi de suite. Très bien. Même question pour Emera. Vous parliez tout à l'heure de PNL, de neurolinguistique, etc. Oui. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Alors, la PNL, c'est ce qu'on appelle la programmation. À ne pas confondre avec le groupe de rap. Exact, c'est de la programmation neurolinguistique. Aujourd'hui, la PNL, elle va servir à modéliser l'excellence, déjà. Et puis, surtout, à se réapproprier sa propre vie. D'accord. C'est-à-dire devenir son propre acteur de sa vie, autonome, prendre ses responsabilités. La PNL va servir, moi je l'appelle comme une boîte à outils. Aujourd'hui, je me sers pas que de la PNL, je me sers de la neuroscience, de l'intelligence émotionnelle, comme disait Friel, de la Gestalt, de l'énéagramme, plein de boîtes à outils que je mets en place au service du coaché, aux besoins. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, au cours d'une séance avec mon coaché, je vais peut-être m'outiller avec un des protocoles de la programmation neurolinguistique, peut-être pour augmenter sa confiance en lui, ou peut-être travailler sur une phobie, etc. Et demain, je vais aller avoir une posture, je passe de la posture coach aux postures formateur, pour le former ou lui faciliter la compréhension du cerveau, de notre mode, nos mécanismes, ou peut-être notre mode physiologique, etc. Alors, ça marche comment? Donc, alors, concrètement, je m'axe sur 2 volets. J'ai le premier volet qui est le volet personnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je coach plus précisément des personnes qui sont en perte de sens ou en quête de sens. Je donne un exemple. Pour quelqu'un qui est pratiquement allé à la quarantaine, 45 ans, on se pose la question, tiens, est-ce que finalement, tout ce que j'ai fait dans ma vie, est-ce que je ne serais pas plutôt en quête de reconversion professionnelle? Est-ce que, bon, parce que avant j'avais des obligations, etc., et que maintenant j'ai mis de côté, bon, mes enfants ont grandi, etc., est-ce que j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire? C'est la fameuse crise de la quarantaine. Voilà. Et ça donc, touche les femmes? Pas que. Non, les hommes et la bonne, est-ce que ça touche Oui, bien sûr que ça touche les femmes. J'en suis une. Je savais pas. J'en suis une. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait ma reconversion. D'accord. Okay. Voilà, pour dire que après 45 ans, 46 ans, je me suis dit, mais attends, en tant que manager dans le domaine pharma, je me suis dit, bon, j'ai assez donné dans le pharma, mais moi, en tant que personne, est-ce que j'ai apporté une contribution à l'humain? Sachant que l'humain a toujours été mon point de... le cœur. Voilà. Et finalement, on se dit, mais finalement, ok, j'ai fait du bien, du business, j'ai fait gagner beaucoup d'argent pour les multinationales, mais moi, en tant que personne, quelle a été ma contribution à l'humain? L'accomplissement personnel, voilà. L'utilité dans donc, la société. Donc, on va se poser des questions. Et donc finalement, moi, je cible, si vous voulez, cette catégorie de personnes qui sont en quête de sens, parfois même en perte de sens totale. On est en désalignement, on se lève le matin, on perd totalement notre motivation pour aller au travail, même si c'est une dépression, en fait. C'est pas autant d'arriver à la dépression, hein. Dépression, burn-out, c'est autre chose. Mais c'est carrément se lever le matin et se dire, mais finalement, je vais encore aller au boulot pour faire quoi? Même si je connais mon métier, mais parce que finalement, il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne nourrit plus. On est désaligné par rapport à nos valeurs et aux valeurs de l'entreprise. C'est vrai que faire un métier passion, c'est une bénédiction, effectivement, mais c'est aussi une rareté, parce que le propre du travail, c'est pas forcément un accomplissement personnel, c'est juste remplir sa gamelle le soir. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on reste sur les bases, sur nos besoins primitifs, on va dire, essentiels. Donc là, moi, par rapport à cette catégorie de personnes, je fais d'abord un entretien un entretien découverte
pour voir réellement quel est le besoin, qu'est-ce qui se cache derrière. Et là, cette vous avez quête. des outils pour, Et je ensuite, suppose. Voilà, des outils. Qui flirtent un peu avec la psychologie, la psychanalyse. Exact. Et D'accord. puis là, c'est une prise en charge de minimum 3 mois, voire 6 mois avec la personne pour une transformation durable et prise en main, c'est-à-dire la responsabilisation jusqu'à ce que la personne soit totalement autonome. Et vous utilisez quelle méthodologie? Vous parliez de PNL tout à l'heure. Ça Je fonctionne parle de comment? Alors, c'est une reprogrammation du cerveau. C'est une reprogrammation du cerveau. Je peux donner un exemple où la personne, elle est phobique. Eh bien, on va déprogrammer la phobie. Je pense que vous le connaissez, il me semble, non? Donc, on va déprogrammer. J'ai l'impression, je sais plus. Ou peut-être que je vais un formateur. En plus, il n'y a pas de secret médical. Bon, ben, voilà. Donc, on va déprogrammer à partir d'un certain protocole qu'on appelle la dissociation simple ou la dissociation souple. Tout dépend, double, tout dépend du niveau du trauma de la personne. Donc, on va la déprogrammer avec un programme plus ou moins hypnotique pour qu'elle se reprenne en main. Bien entendu, ça peut se faire en une séance, ça peut se faire en plusieurs séances. Par exemple, moi, je suis claustrophobe. Ça pourrait fonctionner? Oui, bien entendu. Ça pourrait fonctionner. Vous me ferez un devis à la fin de l'émission. Pas de souci, pas de souci. Et donc là, l'idée c'est que aujourd'hui on ne traite pas qu'une problématique, mais on travaille en profondeur. Moi, je dis justement qu'on travaille sur la partie inconsciente, la partie profonde de l'iceberg. C'est cette partie inconsciente qui représente plus de 90% de notre corps, esprit, âme, qui nous sommes aujourd'hui. La partie consciente, ok, vous êtes conscient que vous êtes claustro, mais derrière cette claustrophobie, on va aller chercher le comment, pas que le pourquoi, parce que le psychologue il va aller chercher le pourquoi, le coach il va aller chercher le comment pour traiter cette phobie. Ça, donc, je disais, c'est la première catégorie. La deuxième approche, c'est l'approche entreprise, où là, je vais aller sur ce que j'appelle la méthode résonance 360, où je vais aller faire un diagnostic avec les entreprises, bien entendu suivant le besoin précis de l'entreprise pour voir quels sont les approches, en fait, le besoin de l'entreprise, et à partir de là, mettre en place donc un processus de transformation. On va laisser Feriel continuer sur l'entreprise. Voilà. Est-ce que d'abord, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Amira? Oui, totalement. Dans l'entreprise, c'est un peu, pour ma part, c'est différent. En fait, on va commencer d'abord par, c'est l'entreprise qui fait appel à nous, dans le cadre de mettre en place un système de gestion, un système de management de la qualité ou autre, management. Donc là, on commence à... Pardon, ils font appel à vous lorsqu'un problème survient ou alors... En fait, en premier lieu, c'est quand ils veulent une certification. Ah, d'accord. Telle une certification ISO 9001, management de la qualité, ISO 13485 pour les dispositifs médicaux. Et moi, je suis beaucoup plus spécialisée dans le pharma. Et c'est là où on va commencer à suivre des normes. Donc l'ISO, des normes, on va mettre en place des exigences. Et là, automatiquement, on va avoir des entretiens avec des personnes, des pilotes processus, des managers. Et c'est là où on va commencer à aller vers le soft skills. Okay. On va se retrouver coach de ces personnes-là. Donc parce que il a besoin de gérer une réunion et il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à transmettre le message qu'il faut. Parce que là, on commence au niveau de la direction, on doit avoir un certain leadership pour que toutes les équipes suivent. Donc, on doit communiquer, on doit être clair dans notre communication, on doit faire une prise de parole en public pour expliquer des procédures, pour former en interne. Et c'est là où on va intervenir sur les soft skills. Oui, on commence avec un audit diagnostic de l'entreprise et c'est là où on va aussi un petit peu auditer les personnes pour trouver quels sont un petit peu les manquements qu'il faut compléter, il faut développer. Et après, on va un petit peu distinguer quels sont les outils qu'on peut utiliser. Des fois, on fait appel un petit peu aux techniques de la PNL, mais là, moi, personnellement, je préfère diriger vers des personnes qui sont experts dans cette technique-là. Moi, ce que je prends le plus... Vous connaissez, mais vous préférez déléguer Voilà, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est que le coach ne va pas prendre en charge vraiment toute la partie ou tous les aspects de la problématique, mais prendre là où il est expert. Moi, je prends par exemple les outils qu'on va utiliser dans l'analyse, les petites techniques de respiration, de gestion de stress pour pouvoir agir sur son stress. Il y a des personnes que j'ai rencontrées qui n'arrivent pas à transmettre une simple donnée technique.
dans une réunion. Il y a des personnes que j'ai vues pendant 5 ans dans le même poste et qui n'arrivent pas, alors qu'ils ont les compétences techniques pour être manager. Voilà. Être manager ou gérer une équipe, mais parce qu'ils n'osent pas dire les choses. Et c'est là où on va intervenir. C'est facile de dire ça aux gens, c'est-à-dire tu es caractériel, tu as du mal à gérer ton stress, c'est toi le problème. Comment on s'y prend en fait? En fait, je le dis pas. Au premier, je le dis pas parce que je risque d'avoir la personne va se braquer. C'est comme si c'est comme si qu'on va lui dire t'es bon à rien, parce que c'est déjà là, son stress il est là, il sait qu'il a un problème. Donc moi je préfère commencer à donner des techniques pour qu'il utilise et il voit l'amélioration seul. Il commence à observer l'amélioration au fur et à mesure. Par exemple, aujourd'hui il a une réunion. Je vais lui dire, je vais participer avec toi à la réunion et je le vois stressé et tout, essaye de respirer juste avant. Fais une respiration, je pense que vous utilisez énormément dans le Pilates et tout. Fais une respiration, concentre-toi sur la technicité que tu connais pour aller, ça va être plus simple. Une personne qui n'arrive pas à structurer ses idées, donc je vais lui donner une technique. Commence par faire un résumé. Utilise le mind mapping, par exemple. Donc là, on donne les techniques et les personnes vont trouver que c'est plus simple, que c'est plus rapide. Et après, c'est lui qui va chercher, donne-moi plus de techniques, comment je peux améliorer cette partie-là ou cette partie-là. Donc on essaye à les faire toucher du doigt leurs problématiques par eux-mêmes. C'est-à-dire on va être juste le miroir avec des questionnements, avec des preuves dans le terrain. C'est ce que j'utilise généralement. On ne pratique pas du tout ça à la rédaction d'information. C'est un mauvais reportage, voilà. T'as foiré. Mais je prends note. Madame Sonia, pareil, comment, quand on vient vous voir la première fois, vous vous y prenez comment ? Justement pour recevoir la personne, pour la diagnostiquer et pour lui proposer un programme ad hoc. Alors moi, quand je reçois les personnes qui veulent se lancer un petit peu dans ce parcours Pilates, on essaie déjà de faire un petit état des lieux, l'historique de la personne, si elle est déjà sportive ou pas du tout, si elle part de zéro. On essaye de voir un petit peu s'il y a c'est pas rédhibitoire si on démarre de zéro. Absolument, pas du tout. Au contraire, c'est souvent les clientes, pour vous dire, qui viennent et qui n'ont jamais fait de sport avant, sont souvent celles qui évoluent le mieux et le plus vite. D'accord. Donc, il faut vraiment pas. Écoutez, je pense que la marge de progression forcément est plus grande. Exactement. Voilà. Et puis il y a aussi le fait de trouver la méthode qui leur convient. Et elles y trouvent une certaine motivation. Parce que moi, justement, quand je les reçois, j'essaie toujours. Bon, bien sûr, on parle des objectifs. On essaye de recalibrer, qu'il n'y a pas de méthode miracle, qu'il faut quand même de la régularité toujours, de la patience. Et j'essaie toujours d'insister sur la progression. Donc toujours, on commence, bien sûr, au début, c'est pas parfait. Au début, on va avoir du mal. Et puis après, au fur et à mesure, on va progresser. Et j'ai un petit peu ce que vous disiez maintenant, on va finir par y prendre goût et elles vont demander encore plus d'exercice, plus d'intensité. D'ailleurs, donc, j'ai vu votre story où vous dites à la fin, mes apprenantes me remercient. Oui, alors c'est la blague un petit peu. Elles souffrent pendant 1 heure, mais à la fin, elles vous disent merci. La blague, c'était un petit peu ça. J'ai un job incroyable parce que je torture, entre guillemets, les gens pendant 1 heure et puis après, elles me disent merci. C'est quelque chose qu'on se dit souvent entre nous. Mais voilà, effectivement, j'avais envie de transmettre aussi un petit peu ça, le goût du challenge, finalement, quelle que soit la mesure, on peut commencer tout petit. Et puis ensuite, il y a la petite récompense à la fin, le fait de se sentir bien, une satisfaction personnelle, d'y être arrivé. Je donne souvent aussi des exemples aux clientes. Voilà, telle posture, tu as l'impression que c'est infaisable, c'est impossible, mais tu verras, tu y arriveras. Et puis un jour, elle me dit « Ah, c'est vrai, tu avais raison, j'ai réussi ». Donc ça aussi, ça fait partie de notre parcours et c'est ce que j'essaye un petit peu de leur dire dès le début. Je pense que j'essaye aussi de les rassurer parce que c'était une discipline lorsque j'ai commencé il y a presque 2 ans maintenant qui n'existait pas encore. Donc c'est le Pilates, c'est une discipline un peu globale, mais moi j'ai choisi de la pratiquer seulement sur une machine qui s'appelle le réformeur. Et donc c'est vrai qu'au début elle venait un peu avec de la curiosité, mais elle savait pas trop à s'attendre. Donc il faut toujours essayer de les rassurer. On parle des bases de la méthode, bien sûr, donc la respiration, évidemment, la respiration est très importante, la conscience de soi, la conscience des mouvements. Et puis c'est comme ça qu'on commence un peu notre parcours pour se renforcer, se sentir mieux
in fine. Et il nous reste donc 3 minutes d'émission. On va faire un dernier tour de table avec nos invités. Si vous aviez un conseil à prodiguer à un de vos apprenants ou quelqu'un qui nous écoute, quel serait-il? Salim Bedja. Bon, ce qui me concerne, c'est le e-commerce. Hein. Donc, lancez-vous parce que le marché, il est vierge. Le marché, il est vierge. Lancez-vous dès maintenant parce que dans 1 année, 2 ans, ça sera trop tard pour vous. Ce sera saturé. Alors, peut-être. Voilà. D'accord. Amir. Moi, je dirais, vous avez toutes les ressources en vous. Donc, incarnez qui vous êtes réellement. C'est beau. Fria. Moi, je dirais, n'hésitez pas à demander de l'aide et pour trouver votre point à améliorer. Très bien. Voilà. Et le mot de la fin pour Sonia. Le mot de la fin, c'est soyez curieux et lancez-vous des petits défis, vous y prendrez goût. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Lamine B derrière la vitre. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à très vite. Médiatique, votre passerelle vers le monde digital avec Algérie Télécom. La Banque nationale d'Algérie, BNA, une banque connectée au futur. Médiatique vous a été présentée par BNA.